Mesdames, Messieurs, donc chers futurs étudiants peut-être, voilà, je me présente, donc professeur Jean Avenel, professeur émérite des universités, et donc je vais vous parler parler du e-commerce, donc le titre de ce que je vais vous dire, donc c'est le e-commerce a-t-il trouvé sa place dans le commerce international? Alors avant juste bon, vous présenter e-business Paris, vous dire quelques mots, hein, le master, le MBA donc l'on vous propose est une formation certifiante RNCP, hein, c'est très important ce RNCP, donc en formation à la fois initiale, continue ou 100% en ligne. Donc c'est une formation d'1 an donc qui vise à former des professionnels capables de maîtriser les problématiques du e-business évidemment et donc l'intégration dans la stratégie de l'entreprise de différentes pratiques, hein, du marketing digital, big data, transformation digitale, management de projet digital. Donc ce que l'on vous propose en particulier, c'est des enseignants de qualité avec une richesse de contenu pédagogique, une souplesse des cursus et des tarifs compétitifs évidemment. Et l'objectif, hein, c'est de préparer les personnes, les futurs apprenants aux métiers d'avenir comme responsable e-business, consultant e-business, responsable digital, etc. Donc voilà, alors moi donc je me présente, donc Jean Avenel, donc je suis professeur émérite des universités, j'ai été doyen de la faculté administration et échanges internationaux de l'université de Paris-Est Créteil et j'ai été également directeur de l'UFR sciences sociales et gestion de la faculté de l'université d'Évry-Val-d'Essonne. Donc voilà, j'ai un doctorat je suis docteur en sciences de gestion et en économie et en histoire. Et j'ai écrit un certain nombre de livres, hein, de gestion notamment, enfin donc vous pouvez trouver dans le commerce si ça vous intéresse. Alors aujourd'hui, donc l'idée c'était de vous faire une intervention sur un thème donc que je développerai évidemment à l'occasion du cursus, hein, donc vous suivrez, donc qui est une initiation, si vous voulez, ou des rappels suivant votre origine, sur disons, l'environnement, hein, du e-business, donc le commerce international. Donc je consacrerai une vingtaine d'heures donc à ce cours, donc qui sera un cours plutôt donc un cours de commerce international, hein, qui intégrera à la fois des côtés un peu théoriques et aussi des côtés statistiques, et donc qui sera sous forme de cours avec évidemment aspects pratiques, un cas pratique, etc. Alors aujourd'hui, donc je vais vous faire une conférence, enfin un topo un peu général, hein, donc c'est une espèce d'introduction à ce que je pourrais vous dire par la suite, à partir du mois de septembre, enfin de la rentrée. Et puis évidemment, c'est des choses que je développerai par la suite quand je vous reverrai pendant plus longtemps. Alors, j'ai structuré un petit peu cet exposé pour aujourd'hui en 3 parties, hein, donc comme vous le voyez sur l'écran. Donc une première partie serait consacrée à l'environnement général du commerce international, les caractéristiques du commerce international dans une deuxième partie, et dans une troisième partie, donc je parlerai du e-commerce au sein du commerce international. Alors d'abord, si vous voulez, prenons quelques définitions. Alors, ce qu'on appelle commerce international, donc c'est l'échange de biens et services entre les différents pays. Alors, c'est quelque chose qui a toujours existé, hein, on en trouve des traces dans l'Antiquité, et donc, mais si vous voulez, la particularité de l'époque actuelle, c'est que ce commerce international connaît depuis
en fait, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, mais encore plus depuis les années 1980-90, donc on connaît un fort développement du fait de la mondialisation. Alors, j'attire votre attention tout de suite, puisqu'on en est dans quelques définitions, sur donc on parle, vous voyez, de la balance commerciale pour désigner uniquement les échanges de biens, c'est-à-dire de matières premières, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la balance commerciale. Disons que c'est les statistiques que l'on rencontre le plus facilement, puisqu'elles sont relativement faciles à trouver, mais ce ne sont pas celles qui servent à définir la situation, si vous voulez, économique internationale d'un pays. Alors, vous avez ensuite la balance des biens et services, alors qui comprend la précédente balance, plus la balance, plus les services, pardon. Donc, les services, par exemple, le tourisme, les services bancaires, etc. Les principaux, c'est les services bancaires, le tourisme. Donc, en général, si vous voulez, la balance commerciale de pays dits industrialisés est déficitaire, mais la balance des biens et services est excédentaire, c'est-à-dire que le commerce des services compense et dépasse le déficit qui résulte de la balance commerciale. Et puis enfin, vous avez la troisième élément, c'est la balance des paiements, donc qui comprend les deux précédentes, mais à laquelle on ajoute les investissements à l'étranger du pays ou les investissements étrangers dans le pays. C'est-à-dire en fait les IDE, hein, qu'on appelle les IDE. Et donc là aussi, si vous, en général, cette balance des paiements est excédentaire dans les pays industrialisés comme la France, les États-Unis, et elle est déficitaire dans les pays les moins avancés, hein, comme des pays d'Amérique latine ou d'Asie. Donc, il faut bien avoir ces définitions en tête quand on parle de commerce international. Alors, nous, ici, on s'intéressera, enfin, dans cet exposé aujourd'hui, je m'intéresserai uniquement à l'aspect commerce international, c'est-à-dire à ce qui concerne la balance commerciale, mais aussi la balance des biens et services. Alors, deuxième, autre définition, donc c'est le e-commerce, hein, donc ce qu'on appelle e-commerce, du point de vue formel, scientifique si on peut dire, c'est l'ensemble des transactions commerciales faites par le biais d'une interface digitale, d'où évidemment la conséquence, sont les achats en ligne. Alors, il y a des particularités, hein. Vous avez ce qu'on appelle le web to store, c'est-à-dire l'Internet au magasin, c'est-à-dire qu'on fait une recherche en ligne avant d'acheter au magasin, ce qui est aussi un aspect très important. Et puis le M-commerce, M c'est mobile, donc c'est les achats sur smartphone. Donc en fait, c'est le e-commerce sur smartphone. Donc voilà, si vous voulez, quelques petites définitions. Alors, voyons maintenant la question de l'environnement, donc la première partie, donc l'environnement du commerce international. Alors, premier point, si vous voulez, c'est les aspects géopolitiques et géoéconomiques. Alors, c'est très important parce qu'en fait, si vous voulez, toute l'activité géopolitique des États, en fait, est orientée, enfin, pas uniquement, mais enfin, l'un des grands objectifs, c'est de protéger le commerce entre les nations. D'où, si vous voulez, cet aspect géopolitique dont je vous dis quelques mots. Hein. Ce qu'on appelle géopolitique, c'est l'étude de la géographie physique et humaine sur les relations internationales et la politique internationale. Donc, il en résulte que c'est l'étude des rivalités de pouvoir sur ou pour des territoires, mais aussi pour la défense des routes commerciales.
Et puis la géoéconomie, qui est une branche de la géopolitique, elle étudie les interrelations entre la géographie et l'économie. Alors, cette notion de géopolitique a été mise au point au XIXe siècle par un Allemand qui s'appelait Ratzel. Et vous avez eu différents courants de pensée. Alors, le premier, bon, l'un des plus connus, c'est Mahan, c'est un Américain donc, qui a, en 1890, écrit The Influence of Sea Power Upon History. C'est-à-dire que lui, il montre, et c'est là où, si vous voulez, c'est important pour le commerce international, hein, il montre qu'en fait, les pays qui contrôlent les mers, donc, en fait, ont le pouvoir sur le globe, si je puis dire. Contrôle des mers, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, en fait, contrôle du commerce international, sachant que même, enfin toujours, bon, à l'époque, c'était encore plus, évidemment, mais c'est toujours le cas, hein, l'essentiel, si on regarde les statistiques, l'essentiel du commerce international se fait par voie maritime ou fluviale. Enfin, si vous considérez que les mers représentent, je ne sais plus, 60% de la superficie du globe, donc c'est évidemment le contrôle de ces mers et des voies maritimes qui permet d'une part à des États d'exercer leur puissance et de contrôler les routes maritimes par lesquelles transite leur commerce. Alors, il y a eu une autre théorie, hein, c'est celle de Mackinder, donc ce qu'on appelle la théorie du Heartland. Hein, c'est une théorie qui dit que qui contrôle le Heartland, c'est-à-dire en fait géographiquement toute l'Eurasie, ce qu'on appelle l'Eurasie, hein, c'est-à-dire l'Europe et l'Asie, y compris l'Asie, c'est-à-dire c'est la partie russe asiatique et la Chine. Donc pour cet auteur, c'est ce qui contrôle ces routes, c'est contrôle le monde. Alors là aussi, c'est très important pour le commerce international, hein, parce que la théorie a été élaborée plus ou moins un peu après la construction du transsibérien russe entre Moscou et la côte pacifique et la Chine à l'époque, hein, au début du XXe siècle. Et puis maintenant, l'une des applications, c'est la route de la soie. La route de la soie, c'est justement, comme vous le savez, hein, c'est par où le commerce international originaire en Suisse, en Chine, pardon, excusez-moi, donc en Chine, va vers les pays occidentaux, enfin en l'occurrence l'Union européenne et l'Europe. Alors, il y a eu donc des variantes de ces théories. Hein. La théorie de Speakman, qui s'appelle la théorie du Rhineland, c'est-à-dire que l'idée, c'est que les États ou l'État qui contrôle le littoral du Heartland, c'est-à-dire contrôle le monde et contrôle là encore une fois le commerce international. Concrètement, si vous voulez, ça correspond au contrôle de pays comme le Pakistan, l'Inde, hein, qui sont des pays côtiers, donc par rapport à l'océan Indien. Et donc là aussi, là encore une fois, c'est aussi très important puisque le commerce international, enfin une grande partie du commerce international, se fait par l'océan Indien, notamment depuis la Chine, le Japon, vers l'Union européenne essentiellement. Vous avez la même chose dans le Pacifique, mais là, si on prend cet exemple du commerce international entre l'Asie et l'Union européenne, si vous regardez les routes maritimes, bon, la route maritime, c'est la mer de Chine, d'où l'importance pour la Chine de contrôler cette mer de Chine et les problèmes actuels que vous avez, différents entre la Chine communiste, la Chine nationaliste, c'est-à-dire Taïwan, le Japon, les États-Unis, etc. Donc, et puis bon, alors parmi, je vous cite, c'est Lacoste, hein, parce qu'il est français, bon, qui a fait
qui a fait un dictionnaire très intéressant de géopolitique que je vous recommande si un jour vous voulez vous intéresser au sujet. Alors, donc, si vous voulez, la mondialisation, en fait, qu'est-ce qu'elle a? Elle a comme support privilégié les espaces maritimes. Et donc, la puissance maritime est à la fois économique et politique. D'où le lien entre l'économie et la politique, enfin le commerce international et la politique. Alors, bon, toujours que dans l'environnement du commerce international, bon, on pourrait dire que l'organisation du monde est faite selon ce qu'on pourrait appeler 3 piliers. C'est-à-dire que vous avez un pilier politique avec l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, essentiellement d'ailleurs de fait le Conseil de sécurité de l'ONU, puisque c'est le Conseil de sécurité qui en fait décide tout. Donc ça, ce serait, si vous voulez, l'aspect politique qui décide notamment des interventions lorsqu'il y a des conflits entre États. Enfin bon, vous connaissez, je ne vais pas vous faire rentrer dans le détail, il suffit de lire un peu, suivre un peu l'actualité, donc on pourra en reparler. Alors, vous avez l'aspect financier, le pilier financier, c'est-à-dire c'est essentiellement le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Le Fonds monétaire international, donc, qui est censé veiller au rapport entre les différentes monnaies, et puis la Banque mondiale, qui est un organisme d'aide, comme vous le savez, d'aide financière aux pays en développement. Et puis, le troisième pilier, c'est précisément ce pilier commercial, c'est-à-dire l'Organisation mondiale du commerce, donc qui est censé légiférer tous les différents commerciaux entre les différents pays. Donc, alors l'ONU donc se trouve à New York, comme vous le savez. La Banque mondiale et le Fonds monétaire international se trouvent à Washington et l'Organisation mondiale du commerce se trouve à Genève. Alors bon, parmi les problèmes actuels, mais ça, bon, alors oui, l'OMC, elle comprend 160 membres, puisque c'est l'OMC qui nous intéressera plus particulièrement ici. Donc parmi les problèmes actuels, dont on reparlera pendant le cours que je vous ferai, donc c'est l'émergence des BRICS. Les BRICS, donc c'est Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, South Africa. Et puis donc les guerres actuelles, essentiellement la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Enfin, il y en a d'autres en Afrique, et essentiellement en Afrique. Donc, on va passer. Alors, slide suivant. Donc voilà, quelques mots donc sur le commerce international. Alors, jusqu'au 19e siècle, vous aviez 2 grandes justifications au commerce international. Tout d'abord, c'est d'ailleurs justification qu'on retrouve toujours, mais donc vous aviez l'indisponibilité des biens et la recherche de débouchés. Mais si vous voulez, jusqu'à une époque assez récente, enfin, disons en gros jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, 40% des échanges se faisaient entre pays européens. Et les exportations européennes représentaient à peu près 60% des biens manufacturés, et les importations étaient évidemment essentiellement des produits primaires pour 90%. Mais vous voyez, c'est quelque chose qu'on retrouve un petit peu moins. Les statistiques actuelles, ça sera un peu différentes, mais les tendances sont toujours un peu les mêmes. Alors, après la Deuxième Guerre mondiale, donc après 1945, le commerce international est devenu une variable décisive de la croissance des nations. Alors, je vous renvoie un petit peu, enfin bon, à c'est une équation, il faudrait que je l'écrive. Donc, le produit intérieur brut d'un pays
d'après, si vous voulez, l'équation entre guillemets fondamentale de l'économie, c'est égal à la consommation plus l'épargne, plus la différence entre les exportations et les importations. D'où, si vous voulez, cette importance du commerce international. Alors, depuis évidemment le 1945, alors, la grande différence par rapport à la période précédente, c'est que l'Amérique du Nord et le Japon ont pris une place de plus en plus importante. Et à l'inverse, vous avez eu une décroissance de l'importance des pays de l'Europe de l'Est et les pays dits les moins avancés. Alors, quand on parle d'Amérique du Nord, l'Amérique du Nord, c'est le Canada, les États-Unis et le Mexique. C'est ça qu'on appelle l'Amérique du Nord du point de vue économique. Alors, vous avez eu justement pour essayer de réguler ce commerce international, vous avez eu la création juste après la guerre du GATT, G-A-T-T, c'est-à-dire General Agreement on Tariffs and Trade. Alors, agreement, c'est un accord, c'est-à-dire que c'était pas un traité, pardon, c'était pas une organisation, c'était un traité. Et c'est seulement plus tard, je crois en 1994, que vous avez eu la création d'une organisation internationale donc qu'on appelle l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui se trouve à Genève. Bon, l'idée, si vous voulez, c'est dans les deux cas, avec le GATT et l'OMC, c'est la volonté des États de favoriser le libre-échange, mais malgré ça, si vous voulez, il faut reconnaître que le protectionnisme demeure malgré tout. Alors, depuis les années 60, vous voyez, vous avez l'analyse des différences internationales prend d'autres facteurs que ceux que je vous ai énoncés tout à l'heure. C'est-à-dire que maintenant, on prend en compte le facteur technologique, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire les différences de qualification des travailleurs, le niveau d'investissement en recherche-développement, les innovations, mais on prend aussi en compte, et ça c'est très important et on le verra, vous le reverrez évidemment, c'est lié aussi au e-commerce, c'est le commerce qu'on appelle le commerce intra-branche, c'est-à-dire la coexistence dans un pays donné et pour un bien donné d'importation et d'exportation. Et puis on prend en compte, et il faut prendre en compte également la différenciation du produit, le commerce intra-firme multinationale, c'est-à-dire le commerce qui se fait entre les différentes filiales d'une même entreprise multinationale, enfin multinationale. Et vous voyez, on estime que ce commerce intra-firme représente un tiers du commerce mondial. Donc c'est très important. Donc, c'est-à-dire que vous voyez, les produits et services ne sont pas vendus sur le marché, mais circulent au sein de la firme, d'où ce qu'on appelle l'existence de prix de transfert. Et c'est évidemment un aspect important que vous allez retrouver dans le e-commerce. Alors, depuis les années 90, donc vous avez un double mouvement, c'est-à-dire rapide croissance des exportations mondiales. Alors, on estime que les exportations en valeur ont été multipliées par 5,3 et celles en volume par 3 entre 1990 et 2010. Alors, exportation en valeur, c'est tient compte de l'inflation des prix. Alors, exportation en volume, c'est uniquement des quantités. Donc, vous voyez, il faut faire très attention aux informations statistiques qui sont données, puisque suivant le cas, vous voyez, il y a une grosse différence. Alors, depuis 2011, la Chine est le premier exportateur mondial de marchandises. Alors,
là aussi, il faut faire attention, puisqu'on le reverra évidemment en détail. Parmi les exportations d'un pays, vous avez un important volume de ces exportations qui utilisent des composants importés. Bon, l'exemple, si vous voulez, facile à reconnaître, c'est celui d'Airbus. Airbus est produit à Toulouse, comme vous savez, l'usine de montage est à Toulouse, mais en fait, les produits, les composantes d'Airbus proviennent de différents pays, d'Allemagne, d'Espagne, de Royaume-Uni, des États-Unis. Donc en fait, quand on parle d'Airbus comme exportation française, en fait, faudrait nuancer parce que ces exportations françaises ne sont pas des exportations nettes. Donc, pour calculer la véritable contribution de ces exportations, il faut raisonner en termes de valeur ajoutée dans le pays où l'assemblage a lieu. Et donc à ce moment-là, on parle de spécialisation internationale verticale. Vous voyez, car certains biens qui sont exportés, en fait, sont des biens intermédiaires qui ont été eux-mêmes importés. C'est ce qu'on appelle les parties et composantes. Et ces biens intermédiaires représentent à peu près 25% du commerce mondial. Et 30% de ces biens intermédiaires, en fait, sont produits en Asie. Essentiellement, enfin, une grande partie d'ailleurs en République populaire de Chine. Pensez aux iPhones, par exemple. Alors, pour ce qui est des services, donc, vous avez, donc à l'heure actuelle, donc vous avez développement des échanges internationaux dans les services. Alors, c'est essentiellement donc, surtout la finance, tout ce qui est banque, conseil, informatique, transport aussi, évidemment, les transports et le tourisme. Alors, vous voyez, autant des pays comme les États-Unis et la France sont déficitaires pour le commerce dans leur balance commerciale, commerce international de marchandises, autant ils sont excédentaires pour les services. Pour d'autres pays, par exemple pour la Chine ou l'Allemagne, c'est l'inverse. Alors, les formes que prend le commerce international des services, donc vous avez tout d'abord l'externalisation, c'est-à-dire que l'entreprise abandonne certaines productions pour leur substituer des achats à d'autres firmes. Par exemple, les exemples, c'est la gestion du parc informatique, services bancaires, donc entre autres. Après, vous avez ce qu'on appelle la migration internationale temporaire limitée dans le temps. Par exemple, c'est ce qui se passe dans les bâtiments et travaux publics avec les Chinois ou les Indiens qui remportent des appels d'offres en Afrique. Mais il s'agit d'appels d'offres dont la durée dans le temps est limitée, d'où cette migration internationale temporaire. Et puis, vous avez le commerce intra-firme, là aussi, c'est-à-dire l'importation de services à des firmes multinationales. Qu'est-ce que c'est? Bon, concrètement, si vous voulez, les activités cruciales comme la recherche-développement sont conservées au sein de la firme, au siège social, et puis les activités qui nécessitent de fortes interactions avec d'autres sont délocalisées dans des filiales. Les activités de back-office sont externalisées. D'où, si vous voulez, la création de firmes multinationales qui sont spécialisées dans la fourniture de services. Par exemple, les centres d'appel téléphoniques, dont vous connaissez tous l'existence. Les hotlines, les technologies de l'information. Alors, donc le commerce international au début de la décennie 2020. Alors, pour ce qui concerne les marchandises, donc si vous considérez la période 1980-2021, en prenant comme indice l'indice 100 en 1980, l'indice est 750
en 2021 pour le commerce international mondial, ce qui représente, vous voyez, une multiplication par 7,5. Mais si vous comparez, vous voyez, pour la même période, l'indice PIB mondial est passé de 100 à 390, donc seulement une multiplication par 3,9. Vous voyez l'importance là de nouveau du commerce international mondial. Alors, si on essaie de voir la différence entre les pays donc industrialisés et les PMA, donc si on prend les pays du G20, le G20, c'est le groupe alors, qui comprend le G7, donc les pays industrialisés, pays Union européenne, États-Unis, etc. Et puis un certain nombre d'autres pays, donc comme les BRICS essentiellement, la Russie, la Chine notamment. Donc, vous voyez, les exportations de ces pays du G20 représentent 3 500 milliards de dollars par trimestre en moyenne, entre 2010 et 2020. Et puis depuis ces 2 dernières années, il a augmenté, il est passé à 5 000 milliards de dollars. Les importations, vous voyez, les valeurs sont à peu près comparables, mais elles sont liées aux fluctuations de prix des matières premières, c'est-à-dire que les évolutions en prix sont comparables, mais en quantité, elles sont différentes. Et bien entendu, donc, les principaux exportateurs sont la Chine, les États-Unis, l'Allemagne. Et pour les biens intermédiaires, c'est l'Asie, donc, qui est le plus important exportateur, puis ensuite l'Europe et l'Amérique du Nord. Alors, en ce qui concerne les pays les moins avancés, donc on estime alors que les exportations s'élevaient en gros à 230 milliards de dollars en 2021, c'est-à-dire que ça représentait une augmentation de 27% par rapport à 2018. Mais bon, vous voyez, c'est par rapport aux pays du G20, vous voyez la différence. Alors, en ce qui concerne la France, puisque vous allez étudier en France, donc les exportations représentent 49% de la production industrielle, 5% des services, 20% de l'agriculture. Et les entreprises multinationales représentent à peu près 16% de la valeur ajoutée produite par les entreprises françaises et à peu près 12% de l'effectif salarié en France. Donc, vous voyez, on voit aussi l'inégalité, si vous voulez, entre les différentes catégories d'entreprises. Alors, si on regarde un petit peu les services, donc alors, vous voyez, c'est l'importance du transport, donc dans les services. Alors, vous avez eu une augmentation, par exemple, entre 2020 et 2021 de 40%. Bon, c'est une augmentation qui s'explique du fait de la diminution qu'il y avait eu pendant la crise du Covid. Alors, là-dedans, et ça revient c'est en lien avec ce qu'on avait dit au début, c'est que le transport maritime représente 50% de ce commerce international. Et alors que le commerce aérien n'en représente que 25%. Bon, le reste étant le train, etc. Les services ferroviaires, les camions, etc. Alors, en revanche, les services fournis par voie numérique ont triplé depuis 2005. Et on estime qu'ils ont augmenté de 7,5% par an depuis 2005. Et donc, en 2021, il représentait, donc les exportations par voie numérique représentaient environ 3 700 milliards de dollars. Alors, pourquoi? Bon, vous connaissez, hein, c'est l'importance du travail à domicile, le développement de divertissement à domicile, le développement de l'enseignement à distance.
Et donc voilà, si vous voulez, quelques données dont on parlera par la suite. Alors, de dernière partie, ce que je voulais vous parler, donc la place du e-commerce dans le commerce international. Alors, je vous rappelle que le e-commerce en France a débuté dans les années, enfin, 1994, en fait, quand il y a eu l'apparition du Minitel. Bon, puis le Minitel a été vite déclassé, hein, donc on est passé à ce qu'on connaît actuellement. Mais bon, c'était le début avec des entreprises comme commerciales, hein, comme La Redoute, les Trois Suisses, par exemple. Alors, dans les définitions, hein, vous avez donc le B2G, hein, c'est Business to Government, c'est-à-dire le e-commerce entre les entreprises et les États, enfin les gouvernements. Après le B2B, donc entre entreprises, business to business. B2E, business to employees, donc entreprises et avec leurs employés. B2C, business to consumers. Et C2C, consumer to consumer, c'est-à-dire entre consommateurs. Et évidemment, ces différentes variantes sont à intégrer dans le commerce international. Alors, le e-commerce, vous voyez, est une sous-activité du e-business, c'est-à-dire que c'est une intégration au sein d'une organisation d'outils qui sont basés sur les nouvelles technologies pour améliorer la gestion, les relations clients et les chiffres d'affaires. Donc ça, c'est le e-business, ce qu'on appelle le e-business. Donc, si vous voulez, le e-business va inclure toutes les opérations lucratives effectuées par le réseau. Et donc, bon, au niveau du e-commerce, vous connaissez les géants, ce qu'on appelle les géants du e-commerce, c'est-à-dire Google, Amazon, Facebook, Microsoft. Alors, vous avez le m-commerce, donc mobile commerce, donc achat sur smartphone, comme je vous avais dit. Et le e-business, vous voyez, au Québec, on le traduit par affaires électroniques, c'est-à-dire c'est les achats électroniques, gestion en chaîne d'approvisionnement, soit le traitement des ordres, le service à la clientèle, le rapport avec les partenaires, l'utilisation du savoir-faire des internautes avec le crowdsourcing, c'est-à-dire qu'il s'agit de ce qu'on appelle en français la production participative, c'est-à-dire qu'on utilise le travail, la créativité d'un grand nombre de personnes en sous-traitance. Et donc, évidemment, au sein de la mondialisation, Internet reste et devient de plus en plus un vecteur important du commerce en ligne. Alors, quelques mots sur quelques aspects juridiques. Le grand problème, c'est évidemment la résolution des litiges entre les vendeurs et les acheteurs. Alors, il y a eu en 2000 une directive européenne sur le commerce en ligne. Et puis, en 2008, en France, bon, je ne vous donne pas tous les détails, je vous donne quelques dates importantes. Hein, donc, en 2008, vous avez eu en France la loi Châtel, donc protection des cyberconsommateurs. Alors, c'est à la fois une loi, vous voyez, qui vise à protéger les cyberconsommateurs, mais aussi qui permet qui permet à l'État de faire un prélèvement fiscal sur les entreprises donc du e-commerce. Donc, ce n'est pas uniquement l'aspect protection du consommateur. Et puis, donc, alors, au niveau international, vous avez la grande différence entre les États, c'est que vous avez une catégorie d'États qui sont pour une économie numérique dérégulée. Or, c'est essentiellement les États-Unis, l'Union européenne, le Japon. Et puis, vous avez des États
qui sont contre cette dérégulation excessive. Donc, alors sont essentiellement les PMA, les pays asiatiques et puis aussi des pays africains. Donc, vous avez, si vous voulez, toujours un certain, bon, je dirais pas une lutte, mais enfin, vous savez, un conflit d'intérêts entre ces différents pays. Alors, sur les aspects économiques, donc quelques éléments. Alors, on estime que les transactions en France s'élevaient à 103 milliards d'euros en 2019, alors que c'était seulement 80 milliards en 2017. Donc, vous voyez une croissance très importante. Et la France est au 5e rang pour les transactions donc, électroniques, après la Chine, les États-Unis, le Royaume-Uni et le Japon. Et hors service bancaire, les transactions s'élevaient déjà à 20 milliards d'euros en 2017. Alors, on estime que le panier moyen d'achat est de 70 euros, mais en fait, donc c'est pas énorme, mais en fait, ce qui se passe, c'est que le nombre de transactions augmente. Donc, en fait, le e-commerce, ça représente à peu près 5% du commerce de détail en France, mais on a à peu près la même proportion aux États-Unis et dans les pays de l'Union européenne. Et on comptait à peu près, en 2020, enfin maintenant, on compte à peu près 30 millions d'acheteurs en ligne en France. Alors, au niveau mondial, le e-commerce, vous voyez, représente plus de 2300 milliards de dollars. C'était des statistiques, un chiffre de 2019, hein, donc il est un peu plus élevé maintenant. Et le taux de conversion, hein, on estime qu'il y a pour 100 visiteurs, vous avez 2,3 ventes. Mais vous voyez, en fait, à ça, il faudrait ajouter, parce que là, c'est une statistique qui porte sur le e-commerce, mais en fait, il faudrait ajouter à ces valeurs le m-commerce, hein, le mobile commerce, et le web to store. C'est-à-dire, on estime que 70% des acheteurs en magasin se renseignent sur Internet avant d'acheter définitivement. Et on estime que 50% des personnes qui vont en magasin avant d'acheter sur Internet. Alors, ce qui est aussi intéressant à noter, c'est le phénomène de concentration des firmes et des sites. Donc, c'est un phénomène de concentration générale dans l'économie, mais qu'on retrouve dans le e-commerce. Et par exemple, on estime en France, on estime que 95% des sites ont un chiffre d'affaires de moins de 1 million d'euros, alors que 4% ont un chiffre d'affaires entre 1 et 10 millions d'euros par an. Et donc le reste, vous voyez, c'est-à-dire 1%, fait plus un chiffre d'affaires de plus de 10 millions d'euros par an. Donc, et de la même manière, les informations montrent que plus des 3/4 des sites réalisent moins de 1000 transactions par an. Donc, vous voyez, on retrouve dans le e-commerce, un peu le même phénomène qu'on a dans le commerce en général, hein, c'est-à-dire la concentration des firmes et donc dans les activités de e-commerce. Voilà, donc c'était quelques points que je voulais vous dire aujourd'hui. Et puis donc, il est évident que pour ceux qui viendront suivre les cours du master qu'on leur propose, donc évidemment, on développera tous ces aspects, on parlera d'autres aspects évidemment aussi.
Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une bonne fin de journée en espérant vous rencontrer prochainement. À bientôt.